Mesdames, Messieurs, il y a quelque temps, l'Assemblée des professeurs du Collège de France a proposé la création d'une chaire d'histoire de la France contemporaine en remplacement de la chaire d'art et de la Renaissance en Italie que M. Chastel a illustré pendant de nombreuses années d'une manière remarquable. Et ensuite, l'Assemblée a proposé le nom de M. Agulon pour assurer cet enseignement. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ce soir, ici, pour l'entendre prononcer sa première leçon. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais, au nom des professeurs du collège et au nom des nombreuses personnes qui apprécient beaucoup vos travaux, vous renouveler nos félicitations pour votre élection dans cette maison et surtout pour vous exprimer tous nos souhaits pour le succès de cette entreprise scientifique individuelle, pour reprendre les termes que vous utilisez vous-même, que vous commencez aujourd'hui. Merci, monsieur l'administrateur. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, je vais donc parler ce soir de l'histoire de la France contemporaine, intitulée de la chaire, et en parler en termes assez généraux. Les problèmes de cette histoire, de ce pays et de notre temps, leur confrontation périlleuse mais inévitable, ou inévitable mais périlleuse, entre cette recherche et les débats politiques, et la méthode que je me proposerai de lui appliquer. Quant à l'introduction au cours beaucoup plus particulier et précis que j'ai prévu pour la demi-année qui commence, elle sera faite normalement lundi prochain. L'Assemblée qui m'a fait l'honneur de m'appeler au Collège de France a voulu d'abord rétablir dans ses enseignements, après 3 années d'interruption, une place pour l'histoire contemporaine. Ce n'était pas une des traditions les plus anciennes et les plus caractéristiques de cette maison. La première chaire d'histoire récente, par opposition à l'Antiquité classique, remonte à 1769 et les cours de ses titulaires successifs ne se sont guère approchés de temps brûlants ou proches d'eux. Il y eut bien Michelet, bien sûr, mais on s'aperçoit à l'examen de cette histoire que dans la série des titulaires de la vieille chaire d'histoire générale, il fut exceptionnel plutôt que typique. Il y eut aussi, il est vrai, plus récemment, Émile Levasseur, Georges Renard, François Simian, André Siegfried et quelques autres que nos maîtres de la Sorbonne d'il y a 40 ans, et permettez-moi de saluer au passage parmi eux le cher Ernest Labrousse, que nos maîtres de la Sorbonne d'autrefois incluaient dans leur bibliographie d'historiens. On observera cependant que ces savants étaient classés par le collège lui-même dans ses classifications et généalogies de chaires dont ils cultivent le goût au titre des sciences philosophiques, économiques et politiques. Nous dirions aujourd'hui des sciences humaines et sociales, ce qui signifie, on pourrait le montrer en détail pour chacun d'eux, qu'ils s'étaient penchés d'abord sur un problème de leur présent et secondairement sur ses racines dans le passé proche. Depuis lors, comme on sait, tout le grand domaine économique et social a été reconnu comme historique sans discrimination et les préventions contre l'étude par l'histoire du siècle encore en cours sont également tombées. Il s'en est suivi le repérage d'immenses étendues d'enseignement et de recherche qui sont aujourd'hui assumées par les universités, le CNRS et d'autres établissements, tandis que le Collège de France se contente d'abriter les entreprises singulières, innovatrices, voire expérimentales. Tel était en dernier lieu le statut de la chaire de celui qui fut votre dernier contemporanéiste, le professeur Louis Chevalier, chargé de l'analyse des structures sociales de Paris et de la région parisienne.
Ce savant célèbre n'a pas besoin de mon éloge. Classe laborieuse, classe dangereuse, le titre du plus connu de ses livres est une alliance de mots, une formule qui, avec l'intuition qu'elle implique, ont fait le tour de la littérature historique et même un peu davantage. Si je l'évoque d'abord, c'est parce qu'il est typique d'un mouvement sur lequel je reviendrai, qui prolonge l'histoire sociale vers le domaine mental. M. Louis Chevalier, en effet, malgré son indifférence marquée à l'égard des enrôlements et des étiquettes proclamatrices, a bel et bien prolongé l'étude des structures sociales parisiennes par celle des comportements et des psychologies, histoire qui n'était pas étrangère à l'ère du temps historiographique. S'il me convient aussi de retenir un autre aspect de cette œuvre, c'est qu'elle a pour objet Paris. Belle occasion de se demander ce que peut être l'histoire d'un être géographique et administratif. Ou bien, en effet, par exemple, vous tenez Paris pour le cadre commode à l'intérieur duquel vous analysez tel ou tel aspect du phénomène urbain, la circulation, la criminalité, le grand magasin, la spéculation foncière, que sais-je encore. Mais dans ce cas, votre curiosité historique, et l'on pourrait même dire le véritable objet historique que vous traitez, c'est la circulation, la criminalité, etc. Vous l'étudiez à Paris comme d'autres peuvent l'étudier à New York ou à Rome. Ou bien, au contraire, Paris est Paris dans sa singularité et dans sa personnalité, et vous cherchez surtout à en saisir les caractères propres, ce qui vous entraîne nécessairement à passer des originalités les plus évidentes et les plus tangibles aux plus évanescentes et aux plus subjectives. Telle était bien la pente de l'histoire parisienne de M. Louis Chevalier. Vous l'avez compris peut-être, elle m'a seulement servi ce soir à approcher, mutatis mutandis, les considérations sur la France qui doivent former la première et principale partie de mon propos. La France contemporaine, de la Révolution à nos jours, est un objet bien vaste, et si vous aviez voulu réellement introduire ici son histoire récente, au sens extensif que je définissais d'après l'exemple de Paris, ce n'est pas une chaire, mais 10 ou 12 qu'il aurait fallu établir. Si vous avez opté pour le recrutement d'un franc-tireur plutôt que pour celui de toute une escouade, c'est peut-être que vous avez voulu encourager plutôt l'autre définition de l'histoire de France, la définition compréhensive en quelque sorte, celle qui est à la fois plus personnalisée et plus discutée, celle de l'existence de la nation comme entité morale. Je ne veux pas savoir si cette intention a été parmi vous implicite ou explicite. Je l'accepte à vrai dire parce qu'elle me convient. Mais je la crois convenable aussi pour des raisons plus objectives. C'est bien une interrogation des temps actuels où la situation morale du pays est critique. Que la conscience nationale de notre pays traverse une crise, on en multiplierait aisément les preuves. En voici deux. Il y a quelques mois, un courageux ministre, s'avisant que les enfants des écoles n'étaient pas instruits de l'hymne national, voulut faire rétablir cet élémentaire apprentissage. Vous savez quel tollé accueillir cette directive jusque dans son propre camp. Il y a une dizaine d'années, un président de la République, cette fois, avait osé dire, courageusement aussi, qu'il faudrait bien reconnaître entre Français un consensus. Vous savez quel sarcasme ou quelle raillerie dans la classe politique on en rit encore. Non pas que le consensus en faveur des principes et des institutions de la démocratie libérale n'existe pas, il existe. Les fractions politiques extrêmes qui en récusent les valeurs restent ou redeviennent très minoritaires et les grandes forces modérées de droite et de gauche se disent hautement républicaines. Le curieux est que, dans la classe politique du moins, les républicains de chacun des côtés répugnent à admettre qu'on soit républicain dans l'autre et s'échinent à démontrer qu'ils sont les seuls à l'être bien. L'unanimité, ou du moins le large consensus, fait un peu honte, c'est au conflit que l'on semble aspirer. Ce que le plus brillant de nos collègues, amis et un peu psychiatres américains appela un jour la guerre franco-française est regretté du bout des lèvres, mais cultivé avec constance. La France même fait l'objet, à en juger par la floraison d'histoires générales qui lui sont consacrées, de l'inquiétant afflux de curiosité qui s'abat sur les chères vieilles choses. Depuis peu d'années, les histoires de France se multiplient, ouvrages collectifs ou bien ouvrages personnels d'historiens qui, au soir de leur carrière, veulent donner sur leur essai sur la France en forme de dernier message. Plus instructif encore.
Attentifs à cet appel du public, les éditeurs remettent sur le marché des livres sur la formation ou sur la nature de l'unité de la France, des auteurs comme Auguste Longnon, Marie-Madeleine Martin, Charles Seignobos, Pierre Gaxotte, j'en passe, qui étaient introuvables depuis des années. Tout se passe comme si la nation, comme l'agriculture familiale, l'artisanat et les chemins de fer à voie étroite, faisaient partie, pour reprendre un titre à succès de Peter Laslett, du monde que nous avons perdu. Il y a quelques mois, enfin, deux ouvrages jumeaux mais antagonistes, sont parus, collectifs l'un et l'autre, appelés l'un l'identité française, l'autre l'identité de la France. Ne pas confondre ce dernier avec le livre de Fernand Braudel sous le même titre dont je parlerai dans un instant. L'identité française, l'identité de la France, colloque récent et discours préélectoraux, direz-vous. C'est vrai, mais que le débat sur l'identité nationale et son destin ait été perçu comme l'un des enjeux d'une compétition électorale ordinaire peut passer pour un signe des temps. Plus précisément, la période dite contemporaine de l'histoire de France, c'est-à-dire le XIXe siècle et les trois quarts déjà vécus du XXe, est encadrée par deux crises majeures, crises réelles surmontées au second degré d'empoignades intellectuelles. Ce sont la Révolution française au point de départ et la crise d'identité présente au point d'arrivée provisoire. Je dirai quelques mots de l'un et de l'autre. Mais d'abord ceci, préalablement. Ces débats sont bien d'aujourd'hui en ce qu'ils sont à la fois très généraux et de points d'application très intimes. Car je ne voulais pas dire qu'il n'y a pas eu d'inquiétude jadis sur l'existence, ou plutôt sur la solidité et l'unité de la nation. Mais cette inquiétude était principalement tournée vers des dangers extérieurs et, à la fin du siècle dernier, vers l'Allemagne. Restons au Collège de France. En 1892, la vieille chaire d'histoire avait été transformée en une chaire dite géographie historique de la France, attribuée à Auguste Longnon. Celui-ci donnait en fait depuis 3 ans une série de cours sur ce thème, et le premier de ces cours, sa leçon inaugurale en quelque sorte par anticipation, prononcée le 4 décembre 1889 sous le titre de la formation de l'unité française, traitait en fait presque uniquement d'histoire politique, diplomatique et militaire. Les problèmes de l'unité culturelle et de l'unité morale du pays y figuraient de façon presque allusive ou par prétérition. La conclusion, enfin, en était glorieusement militante, et dans un clair appel à la revanche, elle affirmait, et c'était sa dernière phrase, que le traité de Francfort n'avait rien de définitif. À 100 ans de distance à peine, ce qui rend cette leçon, disons-le respectueusement, si datée, ce n'est pas seulement son ton, c'est son objet même. L'unité qui s'y trouve soumise à examen, c'est celle du sol, mais l'unité de la conscience nationale va de soi. Pour nous, aujourd'hui, au contraire, c'est l'unité territoriale qui a cessé de faire problème, puisque nous sommes satisfaits des frontières de 1918 confirmées en 1945 et que la guerre franco-allemande nous paraît tout à fait impossible. En revanche, l'unité de la conscience nationale, cette unité que Longnon voyait au-dessus de tout soupçon, est passée au rang de problème majeur. On doute même de sa légitimité. Je dirais, en d'autres termes, que le thème permanent de la fabrication de la France a changé de sens. En 1889, il allait de soi qu'on entendait par là la construction du territoire par les Capétiens, et cette construction se prenait en bonne part. Aujourd'hui, on entendrait plutôt par là l'inculcation de la conscience nationale par les instituteurs et les adjudants, et cette fabrication n'est pas bien vue, tout ce qui est pédagogie ou propagande étant facilement suspect, on voit bien pour quelle raison, aux hommes de notre temps. Il est juste de dire qu'au temps d'Auguste Longnon, le problème national français avait été abordé par Ernest Renan avec davantage de profondeur. Je fais allusion, bien sûr, à la célèbre conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» donnée en Sorbonne en 1882 et que je n'aurai pas l'impertinence de résumer. Ce n'était pas, certes, la mission de Renan, puisqu'il enseignait ici, dans cet établissement en tout cas, les langues hébraïques, chaldéiques et syriaques. Mais les esprits supérieurs, qui se sentent aussi des citoyens responsables, sortent parfois du cercle de leurs études spéciales.
Ainsi, plus récemment, Fernand Braudel, qui posséda votre chaire d'histoire de la civilisation moderne et qui la traita, comme vous savez, brassant avec génie les forces profondes, les siècles et les continents, changea un jour d'optique et concentra sa vue sur l'Hexagone pour écrire l'ouvrage qui vient de nous parvenir, hélas posthume, et qui lui paraissait nécessaire. C'est l'identité de la France, ne pas confondre, que je citais il y a un instant. Le rapprochement d'ailleurs des deux hommes n'est pas illégitime, même quant au fond. C'est le même amour de la France, c'est la même conscience de sa diversité, diversité poussée parfois jusqu'au génie de la division, c'est la même idée du rôle créateur de l'histoire pour l'identité nationale, et c'est la même conviction qu'au-delà d'une histoire subie, il a fallu et il faut une volonté d'unification et de vie commune. Ce qui ne résout pas d'ailleurs tous les problèmes. Comment concilier, c'est un problème que beaucoup d'entre vous connaissent bien et auquel ils sont habitués à réfléchir, comment concilier les leçons compliquées de l'histoire objective avec l'enseignement normatif et sélectif d'une histoire civico-nationale ? Nous ne saurons jamais complètement, hélas, la solution proposée par Fernand Braudel, puisque sa mort nous a privés des derniers volumes où il se serait expliqué directement sur les périodes proches. Quant à Renan, dont nous possédons la conférence complète, bien achevée et bien pensée, j'oserais dire qu'elle ne surmonte pas tout à fait la contradiction proposée. La théorie du passé commun nécessaire que l'on en a surtout retenu et la théorie des oublis nécessaires qui emplit les premières pages de ce même texte ne se concilient pas tout à fait aisément. Mais ce n'est pas ici le lieu de commenter Renan, ou plutôt si, ce serait bien le lieu, mais c'est le temps qui me ferait défaut. Je retiendrai provisoirement de ceci, qu'il ne faut pas trop compter sur la connaissance historique brute pour fonder le sentiment national, ou plutôt qu'il faut réduire la partie du passé qui sera réputée exemplaire aux moments historiques les plus rares, les plus porteurs de valeurs humaines, et encore à condition de les envisager de la façon la plus générale. Encore faut-il qu'il y ait consensus philosophique et moral sur les valeurs qui détermineront ce choix. Et c'est ici qu'il peut y avoir quelques doutes et offertes par le prochain bicentenaire. Mais le fait que le bicentenaire comme célébration ait été en quelque sorte lancé en 1981 par le gouvernement que nous savons, a provoqué, en vertu du penchant invétéré à la discorde que j'indiquais tout à l'heure, un refus immédiat et fort. Il semble bien que 1989 ne sera pas vraiment pour la France ce qu'a été 1976 pour les États-Unis d'Amérique. C'est un vieux problème, car l'hostilité présente de tout un côté de l'opinion contre le souvenir de la Révolution française rappelle à nos mémoires une vieille et constante et large tradition d'hostilité. On le savait. La seule chose qu'on n'aurait pas imaginée il y a quelques années, je l'avoue, c'est que cette hostilité puisse atteindre certains degrés actuels de virulence sous des plumes pourtant universitaires. Je suggérerai en quelques mots qu'à l'égard de la Révolution française, pourtant, la haine et la peur me paraissent scientifiquement moins fondées qu'un respect réfléchi et compréhensif. La Révolution française n'a pas créé la nationalité, bien sûr, mais elle ne l'a pas non plus démolie. Elle n'a pas, quoi qu'on en dise, inventé la coupure de la France en deux. Elle n'a pas décidé de couper son histoire en deux périodes, dont l'une serait un passé chargé d'opprobre et l'autre un présent, 1789 et la suite, seul digne d'admiration. La volonté d'ouvrir une ère nouvelle, l'an 1 de la liberté, a existé, certes, mais ne signifiait pas volonté de faire table rase. Aucune considération sur le radicalisme d'innovation de la pensée des Lumières ne saurait prévaloir contre ce fait que la majorité éclairée de l'Assemblée nationale issue des États généraux de 89 a d'abord accepté d'enthousiasme de garder Louis XVI à la tête de l'État et le catholicisme comme religion officielle. Le titre de roi des Français, substitué à celui de roi de France, pouvait même se lire comme le retour à un lointain passé. Il ne tenait qu'au roi d'accepter des innovations qui n'avaient rien encore des caractères qu'elles devaient prendre en l'an 2.
Le fait qu'il n'ait pas accepté est un aspect décisif, bien que trop peu analysé des choses. Je dis trop peu analysé parce que si l'on n'ignore plus rien des idéologies radicales et peut-être par certains aspects potentiellement tyranniques de Rousseau et de ses émules, on omet trop de considérer que la tête de Louis XVI, après tout, avant d'être coupée, n'était pas vide d'idéologie. C'est bien au nom d'idées, lui aussi, qu'il refusa le changement, et ce sont ces idées-là qui étaient alors en position d'être décisives. Le choix du roi, en juin et juillet 89, tout en dérive. Bien entendu, ce choix lui-même vient de loin. S'il y avait deux France idéologiques en 1789, c'est bien parce qu'il y en avait deux depuis les Lumières, ou depuis la Renaissance, ou depuis, mais je sors ici du domaine de ma compétence. 1789 n'est donc pas le point d'origine de notre schisme idéologique, mais il est, dira-t-on, celui des formes politiques violentes que ce schisme a revêtues ou suscitées. Or, là encore, dans la quête de responsabilité qui fonde les jugements de valeur, le choix du roi me paraît décisif. Je dis le roi, l'entourage, pour aller vite. Le combat engagé par la contre-révolution, qu'était-ce d'autre déjà en effet que le 11 juillet 89, le renvoi de Necker et l'appel de troupes sous Paris, le combat engagé contre une révolution encore toute pacifique est aux origines de l'enchaînement des violences. La guerre et la terreur me paraissent moins programmées dans un hyper-rationalisme qui aurait été inhérent à l'idéologie jacobine que résultant du grand refus que les dominants d'alors opposèrent à la liberté. Sans doute, dira-t-on encore, mais le fanatisme, mais la barbarie, mais les hantises paranoïaques des clubistes de l'an 2, mais l'emballement frénétique du tribunal révolutionnaire, mais la sauvagerie des colonnes infernales en Vendée. Ne pouvait-on gagner la guerre sans cela ? Et si vous admettez, comme je l'admets qu'on le pouvait, d'où vient cette cruauté superfétatoire ? Mesdames et messieurs, malgré les apparences, et malgré vos craintes peut-être, je n'ai jamais été moins éloigné de mon propos qui était de justifier un projet scientifique. La question que je viens de poser, en effet, après tant d'autres, implique celle des niveaux de l'explication historique. Le massacreur sanguinaire de ces terribles années était-il l'homme de son idéologie ou l'homme de son époque ? L'homme de l'idéal qui venait de lui être inculqué, ou l'homme populaire du Paris de 1780, fruste, brutal, rude de mœurs et simple de psychologie. En d'autres termes, enfin, la barbarie ressortit-elle à l'histoire des idées ou à l'histoire des mentalités collectives ? Aux deux, peut-on dire, et l'on peut toujours le dire, et il est toujours commode de faire cette réponse conciliante et toujours acceptable, mais je dirais à la seconde surtout. L'objection, il est vrai, ici se présente et je ne m'y déroberai pas. La barbarie hitlérienne est apparue en plein XXe siècle au sein d'un peuple moderne et hautement éduqué. On ne saurait donc la penser principalement en termes de survivance. Il y a de l'idéologie dans le national-socialisme, je l'accorde, mais on m'accordera en retour que cette idéologie n'était pas celle de Voltaire, de Rousseau et de Condorcet. Ma proposition d'explication à deux étages est, je crois, d'explication universelle. Le temps me manque évidemment ce soir pour en discuter. J'ai seulement celui d'en esquisser l'application à notre révolution et à notre XVIIIe siècle et, par ricochet, au siècle suivant qui est davantage le mien. L'histoire des mentalités collectives, j'y viendrai plus systématiquement tout à l'heure. Je voulais seulement noter ici qu'il y a longtemps qu'elle sert de recours aux historiens républicains qui veulent concilier le respect global de 1789 et de 1793 avec une prise de distance convenable à l'égard des buveurs de sang. Après tout, il y avait dans les massacres de septembre de Pierre Caron, dans la Grande Peur de Georges Lefebvre, voire dans les sans-culottes parisiens en l'an 2 d'Albert Soboul, plus d'une anticipation de ce qu'on commençait à peine d'appeler en leur temps l'histoire des mentalités. Et l'analyse d'une psychologie barbare ou stupide, quoique révolutionnaire, mais parce que archaïque, était bien autre chose que l'échappatoire grâce auquel l'homme de gauche gardait bonne conscience.
C'était un peu cela, certes, mais c'était aussi une avancée scientifique. Et réciproquement, osons le dire, les thèmes de polémiques actuelles qui visent à discréditer l'idéal de la démocratie moderne parce qu'il a été partagé par les Fouquier-Tinville et les Carrier constituent bien, au niveau de la pensée historique, une régression. Au reste, et ceci est plus décisif à mes yeux, on peut juger de l'arbre à ses fruits et de la Révolution par les régimes qui, jusqu'à nos jours, se sont réclamés d'elle. Dans le problème de l'unité nationale, c'est Louis XVIII qui faisait de 1814 la 19e année de son règne comme si la République et l'Empire étaient non avenus. Et c'est Louis-Philippe, au contraire, qui ouvrit à Versailles un musée à toutes les gloires de la France. Quant à la Troisième République, loin qu'elle ait toujours opposé un avant 89 mauvais et indigne à un après 89 idéalisé, elle n'a cessé de chercher dans les grands rois, les grands ministres et les grands patriotes, de Philippe-Auguste à Henri IV, de Sully à Richelieu, de Jeanne d'Arc à la Tour d'Auvergne, des anticipateurs de ses grands accomplissements, au point qu'on pourrait dire, s'il lui faut un reproche, qu'elle mérite moins celui d'avoir été exclusive que d'avoir été récupératrice. Dans le problème, enfin, de l'humanisation de la société et de l'État, on devrait convenir, il me semble, que c'est la Révolution de 1789 qui a mis en circulation ce grand thème des droits de l'homme dont il n'est pas un politique qui ne se réclame aujourd'hui. On devrait bien reconnaître aussi que c'est sous les régimes officiellement inspirés par 1789, monarchie de Juillet, Troisième République, que les principales avancées libérales de nos institutions et de nos lois ont eu lieu, tandis que la liberté a été plus souvent mise plus ou moins en péril quand les gouvernements faisaient profession de détester 89. On ne devrait pas avoir oublié enfin que le courant politique qui fut dominant de 1981 à 86 est à la fois celui qui exalte la Révolution et celui qui a aboli la peine de mort, alors que c'est dans le camp où la Révolution suscite le plus de haine que la guillotine garde encore le plus de partisans. Le rapport actuel entre la Révolution et le sang n'est donc pas celui qu'une fausse évidence suggère, mais plutôt l'inverse. C'est que la Révolution est aujourd'hui, plus encore qu'un grand souvenir, c'est le symbole d'un grand système de pensée. Pourquoi faut-il qu'on n'en tire pas toutes les conséquences ? Cette dernière question se lie directement, vous allez le voir, à la deuxième des crises nationales dont j'annonçais l'examen tout à l'heure, et ici mes interrogations s'adresseront, sans que j'aie nullement cherché la symétrie, à un autre secteur de l'opinion publique. La France est inquiète, sa puissance recule relativement du fait de la croissance plus rapide de pays plus massifs, plus dynamiques ou plus féconds. Sa consistance même fait problème. Jadis, je l'ai rappelé, cette crainte portait sur la solidité des frontières, notamment du côté du Rhin et des Pays-Bas. Hier, la crainte était plutôt accaparée par la montée de régionalisme dont 2 ou 3 paraissaient pencher au séparatisme. Aujourd'hui, comme chacun sait, elle se polarise sur l'immigration massive de populations venues de loin. Est-il possible que l'histoire fasse entendre dans cet autre débat sentimental un filet de voix raisonnable ? Il est bien vrai, comme Renan l'avait rappelé, qu'une nation n'existe guère si elle se réduit à la collectivité contingente de ceux qui se trouvent habités à l'intérieur d'un même circuit de frontières et qui sont administrés par un même État. Il y faut un minimum d'unité, objective et subjective, de plus profonde nature. Quelle est la nôtre ? La France a toujours été pluriethnique, au moins depuis la protohistoire. Pluriculturelle aussi, quel que soit le sens étroit et classique, ou bien large et neuf que l'on donne au mot culture. Toute société complexe est pluriculturelle, dès lors qu'on a des bourgeois et des prolétaires, des montagnards et des marins, des francophones et des occitanophones, des savants et des illettrés, on a des cultures. Le seul pluralisme dont on discute, et dont par chance on puisse discuter avec quelque précision, est celui des religions. Pluriconfessionnelle, la France n'a pas à le devenir, elle l'est déjà. Elle l'est plus précisément depuis que la Révolution française a légitimé l'existence des minorités protestantes et juives. 3 grandes religions déjà, donc, ce qui permet aux optimistes de dire, comme un généreux père de famille, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4.
Moins optimiste que cet imaginaire patriarche, l'historien doit cependant ajouter que tout au long du XIXe siècle, notre pluralité triconfessionnelle a été vécue dans une tension et une inquiétude que seule la victoire des principes laïques a permis d'effacer peu à peu. Catholiques, protestants et juifs, plus les libres penseurs pour qui cela va de soi, vivent en paix et en fraternité dans la France d'aujourd'hui, dans la mesure où l'immense majorité des fidèles de chaque Église a adhéré aux règles libérales et républicaines de séparation des domaines politiques et religieux et de soumission de tous à une loi commune dont l'origine ne peut être que la raison commune. L'unité morale de la France, c'est bien, entre autres choses, la pluriconfessionnalité plus la laïcité. Il n'y a pas de raison que cela change, et il serait périlleux que cela changeât avec l'arrivée d'une religion numéro 4. Que si l'on nous oppose que cette religion est une culture totale en même temps qu'une religion, et qu'elle est par conséquent non laïcisable, les uns en concluant qu'il faut refouler les musulmans aux frontières, les autres qu'il faut les recevoir en bloc, voire en communautés enclavées, il me semble que c'est à tort. Les spécialistes d'histoire religieuse, mais je n'en suis pas, attestent que toutes les religions, l'islam comme les autres, sont susceptibles aussi bien d'une interprétation et d'un vécu rigoriste et fondamentaliste que d'une ouverture sur le monde, l'histoire et l'altérité. Quant aux spécialistes du XIXe siècle français, et cette fois j'en suis, ils savent bien que le choix pour une religion de l'ouverture plutôt que du fondamentalisme dépend pour une large part de la poussée ambiante de la volonté nationale vers la liberté. Cette poussée a même constitué l'essentiel de notre histoire depuis 2 siècles. Après tout, la vie en démocratie libérale et laïque, que la grande majorité des catholiques d'aujourd'hui acceptent et pour laquelle tant d'entre eux se sont battus entre 1940 et 1944, la grande majorité de leurs ancêtres ne l'acceptaient pas 100 ans plus tôt. Ils y sont venus, et en adhérant peu à peu aux principes de 1789, ils ont contribué du même coup à constituer la communauté nationale dans la seule forme qui soit concevable en l'ère contemporaine, la forme pluraliste et laïque. C'est bien 1789, l'année décisive de la Révolution française, elle-même forme française de l'exigence libérale universelle qui a été notre melting pot, puisse-t-elle le rester, elle est le seul possible et il en faut bien. C'est à ce point, mesdames, messieurs, que je dois m'arrêter, ou plutôt bifurquer, pour répondre aux questions que mes propos ont nécessairement, qui sont plutôt des positions de problèmes que des solutions de problèmes, bien entendu, que mes propos, disais-je, ont nécessairement soulevé dans votre esprit. Quelle question ? Je suppose que vous avez en tête celle-ci. Comment parler de tout cela sans être politique ? Et comment en parler en disant du neuf ? En d'autres termes, quelle sera ma déontologie et quelle sera mon approche scientifique ? Je serai bref sur la première question, je m'étendrai davantage au contraire sur la seconde. Déontologie d'abord. Ceux qui ont pu craindre, soit en m'élisant il y a 1 an, soit en m'écoutant aujourd'hui, qu'ils avaient introduit le loup dans la bergerie, je veux dire le loup de la politique dans la bergerie de la science pure, doivent être rassurés d'abord par mes intentions. Je ne me consacrerai pas à réinventer un parti radical, je n'écrirai pas d'éditoriaux, je ne serai pas conseiller de prince, je ne tenterai même pas de monter dans la chaire de Michelet, ce qui dispensera mes élèves de se colleter avec les sergents de ville comme firent parfois les siens. Il faut cependant noter qu'en ce domaine, les déclarations d'intention ne sont jamais tout à fait suffisantes parce qu'on n'est jamais totalement maître de la situation. L'histoire est pleine de la politique d'hier et la politique d'aujourd'hui ira dans l'histoire de demain. Aussi, la réflexion historique contemporaine, d'histoire contemporaine surtout, et la réflexion politique sur la France sont très proches et très liées, et le public les confond toujours aisément. À ce risque de confusion échappent la plupart des enseignements dispensés et des recherches menées au Collège de France.
Spécialiste d'une science rare, à laquelle le citoyen ordinaire ne connaît rien et dont il ignore parfois jusqu'à l'existence, les savants chargés de ces enseignements et de ces recherches ne risquent pas d'être contredits ou, quand ils le sont, c'est par quelqu'un de leur pair, toujours aussi distingué et aussi discret qu'ils le sont eux-mêmes. Le spécialiste de la politique française et de l'histoire contemporaine en général travaille au contraire dans un domaine sur lequel le citoyen ordinaire a des bribes d'informations, quelques idées et quelques préjugés. Le contenu de nos livres peut parfois lui parvenir. Le spécialiste y gagne, si c'est un gain, d'être un peu plus connu que les savants traditionnels, mais il y encourt aussi le risque d'être apostrophé par n'importe qui. C'est le risque du métier. La tentation pouvait donc être grande pour une communauté savante comme celle-ci de se méfier de l'histoire contemporaine, par la faute de qui la blanche hermine de la science peut subir le plus grand nombre d'éclaboussures. Mais le refus, je crois, aurait été une solution trop facile, et je vous sais gré, mesdames et messieurs les professeurs, d'avoir refusé ce refus. D'autres sciences, d'ailleurs, sont au contact du présent tumultueux, la sociologie, l'ethnologie. La sociologie, un exemple douloureux, nous montre en ce moment qu'elle peut être une aussi dangereuse vocation que la diplomatie ou le journalisme. La sociologie, l'ethnologie, qui occupent le terrain, et il faut bien que l'histoire aille au moins conceptuellement à leur rencontre, et peut-être aussi y a-t-il un devoir du savant, en tout état de cause, de disputer le terrain de l'opinion aux empiriques comme aux prophètes. Les difficultés sont grandes et les dérapages toujours possibles. Vous saurez du moins que j'en suis averti. Mon usage de la politique sera, ou plutôt, je peux dire, adossé à une assez longue production, qu'il est déjà un usage assez classique en histoire, emprunter au présent la perception ou la formulation d'un problème et voir si ce problème peut relancer, sous une forme inédite et féconde, la réflexion sur le passé même proche. Que vais-je donc retenir de notre récent survol de la mêlée idéologique ? Le grand mot me paraît être la contradiction, et dans les deux camps évoqués, et dans les deux problèmes évoqués. Je m'explique. Ceux qui font profession d'être attachés aux souvenirs de 1789 ou de 93 sont souvent les mêmes qui, par crainte compréhensible d'offenser un tiers-monde qui a souffert et parfois souffert de notre fête, sont souvent les mêmes qui exaltent le droit à la différence. Se réclamant de la philosophie des droits de l'homme, ils prônent parfois sous le nom de droit à l'égalité des cultures une conception qui, légitimant toutes les cultures, accepte aussi du coup les cultures anti-humanistes. Ainsi, l'humanisme, dont on continue d'un côté à se déclarer fier comme d'un message universel, se trouve dans certains textes relativisé jusqu'à devenir le fruit original, singulier et inexportable de la culture européenne. Contradiction. Dans le camp opposé, où, par anti-tiers-mondisme, l'on accepte aisément l'idée de la nécessité d'un droit universel et celle de la supériorité des normes éthiques et politiques du libéralisme, on trouve souvent ceux qui détestent le souvenir de la Grande Révolution, qui a pourtant incorporé ce système de valeurs à l'identité nationale. On veut rester français et intégrer les nouveaux venus à la France sans accepter d'honorer l'une des sources essentielles de la francité d'aujourd'hui. Contradiction encore. Contradiction, c'est bien là que je voulais en venir. Car la contradiction est l'un des signes des amalgames de pensée non entièrement rationnels parce que non entièrement conscients. Et s'il en est bien ainsi, nous devons nous placer sur le terrain théorique suivant, l'histoire des mentalités collectives en tant qu'elle est distincte de l'histoire des idées. Cette distinction est l'essentiel de la profession de foi méthodologique à laquelle j'arrive à présent et qui fournit la dernière partie de mon exposé. En elle-même, l'histoire des mentalités collectives n'a plus à être proclamée, et surtout pas dans cette maison qui fut celle de son, pour presque dire son inventeur, Lucien Febvre, et qui est celle de Georges Duby, de Leroy-Ladurie, de Jean Delumeau, de Paul Veyne. Je peux donc être bref sur ce qui est acquis et parler surtout des éventuels prolongements. L'idée que les choses mentales, le contenu de nos connaissances, nos représentations, nos sentiments, tout ce qui est intellectuel et tout ce qui est psychologique sont sujettes à évolution historique, sont donc datées, et qu'en cette matière aussi l'historien doit faire la chasse à l'anachronisme, cette idée est bien antérieure à la formulation explicite de mentalité collective.
Dans un texte célèbre que des générations entières ont étudié, l'introduction aux extraits des historiens français du XIXe siècle, écrite en 1899 par Camille Julien donc, raillait l'abbé Velly, historien du XVIIIe siècle, pour avoir évoqué le roi franc Chilpéric en termes trop galants. C'était, notre Julien, faire d'un rude mérovingien une sorte de contemporain de Maurice de Saxe ou de la marquise de Pompadour, anachronisme de psychologie, aussi grave tout compte fait qu'un anachronisme technique qui lui aurait prêté un mousquet et un pistolet au lieu de sa lance et de sa hache. L'essentiel est dit dans cette critique, bien qu'elle ne se fonde encore que sur une évidence négative. Pour Julien, le mérite des historiens romantiques, tels qu'Augustin Thierry, avait été d'opérer intuitivement cette correction. À la génération suivante, il me semble, c'est la Cité antique de Fustel de Coulanges, écrite en 1863, qui a constitué une autre étape importante dans la conquête du domaine spirituel par l'histoire. Homme de son temps, le Second Empire, Fustel était hostile à l'idéal républicain qui attirait la jeunesse des écoles, en partie grâce aux cautions abusives que, depuis vers religieux. J'ai toujours été frappé par l'analogie qui existe entre le grand livre de Fustel de Coulanges et le livre de Lucien Febvre qu'il faut maintenant citer. C'est du Rabelais que je parle, le célèbre Problème de l'incroyance au XVIe siècle, la religion de Rabelais. Là aussi, le point de départ en fut un agacement d'origine quasiment politique. La gauche laïque et anticléricale des années 20, en l'occurrence Abel Lefranc, enrôle Rabelais, elle a tort, comme tout à l'heure le Parti républicain avait tort d'enrôler Thémistocle. Cela n'a rien à voir, c'est anachronique. Le XVIe siècle, comme tout à l'heure la Cité antique, fut un siècle profondément religieux. On peut trouver, je dis cela avec une infinie prudence, que la motivation était réactionnaire et la thèse générale excessive. Mais peu importe le point de départ de la démarche, c'est le point d'arrivée qui compte, et le point d'arrivée, dans le Rabelais de Lucien Febvre, ce sont ces extraordinaires chapitres où s'expose le premier inventaire systématique de l'outillage mental d'une époque, de quels mots y disposait-on, de quelle structure grammaticale, de quel concept, etc. Les gens d'autrefois étaient éloignés de nous, donc ils étaient différents, et différents aussi dans l'intérieur de la tête. Oser formuler cette évidence, c'était bien fonder l'histoire des mentalités collectives. Avec le milieu du XXe siècle, cette histoire trouve son nom et ses théoriciens, notamment chez les médiévistes, ici et en d'autres lieux. Elle s'avise aussi, et alors, d'une autre différence, non pas celle qui sépare les hommes d'un siècle à l'autre, mais celle qui, à chaque époque, sépare le lettré de l'homme simple. Entre l'ignorant et l'homme instruit, la différence en effet n'est pas celle du moins au plus, ou du vide au plein. La tête de l'analphabète n'est pas vide, elle est aussi remplie que celle du savant, mais remplie d'autre chose. Il n'est donc pas surprenant que les premiers historiens des époques plus récentes qui se soient intéressés spécifiquement aux mentalités collectives soient les historiens des mouvements populaires. Certains l'ont fait depuis longtemps, traitant des mentalités en quelque sorte avant la lettre ou avant la reconnaissance de ce label. Ce sont les historiens de la Révolution française, je l'ai dit au passage tout à l'heure. D'autres, parmi lesquels je suis, l'ont fait de façon plus consciente. La principale conclusion généralisable de la République au village est que la classique histoire des idées, des opinions, des politiques théorisées et organisées n'explique pas, même en révolution, la totalité des comportements. Les paysans républicains de 1848 ou de 1851 ne vivaient ni n'agissaient, même en révolution, comme le Dru-Rollin ou Victor Hugo, dont ils partageaient pourtant l'opinion, le programme et le bulletin de vote. C'est par les mentalités qu'ils différaient, et dans celles-ci, la politique moderne était une composante, et pas forcément la première, même dans le combat. Les hommes politiques, d'ailleurs, ont toujours été capables de sentir ce genre de choses, même si leur propos n'était pas de les analyser. J'aurais aimé pouvoir lire complètement telle jolie lettre de Jules Ferry, écrite en 1880 de Perpignan, où il était venu présider une grande fête républicaine. Je peux bien vous dire qu'il s'agissait d'inaugurer la statue d'Arago.
Et on y sent à la fois, dans le récit qu'il fait de l'exubérance des foules, la joie du succès et un certain effarement distancié devant un enthousiasme folklorique. Ces gens qui faisaient en son honneur de si bruyantes rondes, c'étaient les siens politiquement, mais c'étaient aussi des exotiques. L'altérité ici est d'ailleurs redoublée. Entre Jules Ferry et les foules républicaines de Perpignan, il y avait la distance du grand bourgeois cultivé aux travailleurs manuels et celle du Lorrain aux Catalans. Vous avez bien compris que Jules Ferry mettait surtout prétexte à introduire l'altérité géographique. J'emploie ici un bien grand mot pour désigner une vieille évidence ou, si vous préférez, une vieille connaissance, les tempéraments spécifiques qui distinguent les pays, les régions, les nations ou les aires culturelles. André Siegfried s'était posé, comme chacun sait, le problème de la différenciation régionale des choix électoraux et après avoir fait leur part à diverses variables objectives, forme de l'habitat, régime de la propriété, puissance de l'Église, etc., il acceptait l'idée que tout ne s'expliquait pas par elle et qu'il restait un résidu irréductible de détermination. Il admettait donc l'existence dans les collectivités d'un facteur plus intime, le tempérament, non emprunté à la psychologie empirique et commune de l'individu. Mais on peut essayer d'aller plus loin et d'expliquer les tempéraments eux-mêmes, c'est-à-dire les psychologies collectives. Certes, ce dernier terme ne va pas sans une part d'illusion anthropomorphique. C'est une fiction que de personnifier un pays ou le groupe qui l'habite. Reste qu'il y a bien, au-delà du mot peut-être mal choisi, une réalité à expliquer, celle des caractères mentaux communs aux membres d'un groupe quelconque. Origine biologique commune, thèse raciale bien douteuse, influence subie en commun de la part des traits originaux de la nature ou du climat, c'est à peine moins fragile. Finalement, si l'on veut avoir dans le déterminant un degré de complexité quelque peu comparable à celui qui figure dans le déterminé, on retombera sur l'histoire, sur les expériences vécues ou les enseignements historiques rencontrés en commun par les membres du groupe et dont les effets se sont incorporés sans qu'ils s'en rendent compte à la culture de chacun. Et tel est sans doute au premier chef le cas des conditionnements religieux sur lesquels j'aimerais pouvoir m'attarder, mais le temps me manquera pour aujourd'hui. La notion d'inconscient collectif, mais d'inconscient collectif différencié, est sans doute meilleure que celle de tempérament. L'analyse en est légitime. L'important ici est de retenir qu'elle ressortit à l'histoire des mentalités, puisqu'il s'agit de faire apparaître des caractères de l'action desquels les individus n'ont pas une conscience claire, car, je le répète, l'histoire des mentalités collectives me semble différer de celle des opinions, des idées, des programmes politiques, un peu comme l'inconscient du conscient. Il existe encore pourtant une limite possible à l'ambition de ce genre d'histoire. On considère généralement que l'histoire des mentalités collectives s'impose d'autant plus que l'historien d'aujourd'hui et ses lecteurs sont éloignés mentalement des acteurs historiques qu'ils étudient. Le matériau typique pour historien des mentalités, c'est le cerveau du primitif, je mets primitif entre guillemets, du primitif océanien cher aux ethnologues, c'est celui du citoyen antique de Fustel, c'est celui de l'homme médiéval de Georges Duby, etc. Puis, pour des temps plus récents, celui de l'homme du peuple en tant qu'il est profondément immergé dans une culture différente. Mais que se passe-t-il lorsque le prolétaire cesse d'être archaïque et par conséquent trop distant ? La recherche perdrait-elle alors de sa pertinence ? Dans les années du XXe siècle, il y aurait présomption de familiarité, de continuité, de transparence. Nous serions de plein pied avec nos personnages et en état d'immédiate compréhension. Mais toute coupure dans le temps est arbitraire et appelée à se déplacer. Et de plus, et voilà qui est plus important, pourquoi les gens du peuple, les ruraux et les marginaux, seraient-ils seuls justiciables aujourd'hui d'une étude menée en termes de mentalité ? Les bourgeois et les intellectuels aussi ont un conditionnement et un inconscient. Ils ont aussi des préjugés et des fantasmes. Tout à l'heure, plaidant pour la Révolution française, je proposais, et plaidant à grands traits, je proposais de renvoyer à l'histoire des mentalités l'étude de la barbarie et, pour aller vite, j'évoquais l'homme du peuple parisien.
En m'écoutant, certains d'entre vous ont dû alors objecter in petto que le peuple n'était pas seul en cause et que, de même que les rebelles vendéens n'étaient pas tous des paysans, de même les terroristes du Paris septembriseur n'étaient pas tous des garçons bouchés. Il y eut aussi des bourreaux lettrés. Mais un licencié n'est pas intelligence pure. Il est un peu d'intelligence et beaucoup d'autres choses. Et cet amalgame est aussi digne d'analyse que le bagage de sensations et d'instincts du plus fruste primitif. Et la chose, cette revendication de principe importe d'autant plus que plus l'histoire étudie des temps proches de nous, et moins la distinction peut être maintenue entre des acteurs conscients qui feraient de la décision et de la théorie avec quelque rationalité et la force obscure des foules. Tous les niveaux intermédiaires possibles remplissent désormais l'entre-deux, et notamment celui des demi-lettrés. J'ai déjà plusieurs fois dit et même écrit, et certains d'entre vous peut-être s'en souviennent pour avoir été destinataires de ce texte, que dans l'inoubliable personnage de M. Homais, Flaubert n'avait pas stigmatisé une philosophie, car après tout, il était lui-même aussi agnostique que le pharmacien de Yonville, qui n'avait pas non plus dénoncé l'imbécilité, comme s'il y avait une imbécilité au singulier, il y en a tant de formes diverses. Il me semble qu'il nous a montré l'amalgame spécifique formé par l'ambition intellectuelle moderne, répandue par la politique libérale ambiante, avec un substrat culturel trop fruste pour l'intégrer vraiment. Homais, c'est le semi-habile, on dira plus tard un peu injustement le primaire, devenu militant et qui se croit apôtre. Ce vers quoi tendait cette intuition géniale de Flaubert, c'était en somme la description des mentalités collectives en milieu bourgeois et petit bourgeois, à l'époque précise où la politique commençait à se diffuser dans la culture et dans les pratiques sociales. Projet inconscient qu'on pourrait suivre dans son œuvre entière, j'y songerai peut-être un jour. Où en sommes-nous donc pour aujourd'hui en tout cas ? À plaider que l'histoire des mentalités collectives est celle des différences mentales, différences de siècles et d'époques, différences de classes, différences géographiques, même si, quand les époques se font plus récentes, les classes plus éduquées et les pays plus voisins, ces différences se font moins évidentes. La dernière question, ou la dernière ambition, pourrait être l'approche d'une dernière série de différences, celle des partis. L'idée qu'il existe dans la politique contemporaine non seulement des opinions mais des dispositions psychologiques est banale. D'abord évidemment en matière de psychologie individuelle, mais laissons cela. Je voulais parler plutôt de ces dispositions psychologiques collectives qui accompagnent ou non tel choix idéologique, qui le rendent irrésistible si elles sont présentes ou fragiles si elles manquent. Vers la fin de la Troisième République, on parlait quelquefois, avec souvent une connotation de raillerie, mais pas toujours, de tels personnages qui avaient la tripe républicaine. L'histoire des mentalités se réfère normalement, nous le savons, à un viscère plus haut placé. Mais peu importe, c'est bien elle qui est pressentie. Être viscéralement quelque chose, c'est l'être plus qu'intellectuellement. C'est ajouter à la clarté du choix, rationnel mais peut-être instable, des déterminations confuses mais profondes, impérieuses parce que moins conscientes, leçons reçues depuis l'enfance, attachement à tel ancêtre, vie dans un certain cadre, etc. Ces distinctions ont été pressenties depuis assez longtemps. Qu'il y ait des mentalités et pas seulement des idéologies dans les politiques récentes, réputées même les plus avancées, j'en ai pris pour ma part conscience en lisant, quand j'étais encore étudiant, le livre du socialiste belge Henri Demant, appelé en français « Au-delà du marxisme », mais dont le contenu est mieux explicité par le titre allemand « Psychologie du socialisme ». Sa découverte consistait précisément en ceci, que le socialisme, ou plus précisément les masses ouvrières acquises au socialisme, avait une psychologie et pas seulement une doctrine officielle, et que celle-ci ne coïncidait pas forcément. Il généralisait la conclusion tirée d'une expérience qui l'avait beaucoup marqué, expérience formidable, l'entrée en guerre de 1914, la brusque mutation d'un internationalisme de doctrine à un chauvinisme de fait. C'était, pour le citer littéralement, la révélation journalière du caractère instinctif des impulsions des masses qui inoculait même à la classe ouvrière internationaliste le virus des haines nationales. De là, Henri Demant tirait des conclusions politiques qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. L'important, c'est les horizons qu'il ouvrait.
en montrant que dans les politiques les plus récentes, les plus modernes, voire les plus révolutionnaires, du moins en intention, il existait un substrat de comportement archaïsant révélant parfois de curieuses résurgences, il donnait un modèle d'introduction de la problématique mentalité dans l'histoire dite du mouvement ouvrier, et je lui ai fait à ce titre certains emprunts. Le problème de l'entrée en guerre de 1914 a été d'ailleurs beaucoup plus récemment repris par un spécialiste français, mon ami Jean-Jacques Becker, dans un article écrit pour les mélanges offerts à la mémoire de Robert Mandrou. Traitant de sentiment national et double fidélité, et d'abord de sentiment national et idéologie, il en vient à conclure que la réalité, dans le cas des doubles appartenances ouvrières en 1914, avait été que l'adhésion à la nation fut du domaine du fait, l'idéologie internationaliste resta, elle, davantage du domaine du verbe. Au lieu de domaine du verbe, il me suffirait de dire moins brutalement de l'adhésion purement intellectuelle, et au lieu de domaine du fait, je parlerai de ce niveau de conditionnement profond, durable, viscéraux si l'on veut, qui ressortit à l'histoire des mentalités collectives. L'important est de reconnaître cette dualité de niveau, première approche de l'explication de cette évidence majeure, la contradiction. L'existence de contradictions logiques internes, c'était la conclusion à laquelle aboutissait, vous vous en souvenez, l'évocation pessimiste que je faisais il y a quelques instants du débat politique contemporain sur la France. S'il existe un niveau infraconscient en politique, l'existence de contradictions s'explique, et même doublement, d'abord, comme je l'ai dit déjà, par la dualité même de ces deux niveaux, ensuite, parce que l'inconscient héberge aisément en lui-même ces contradictions que refuse tout système consciemment élaboré. Je n'en dirai pas plus, du moins ici et maintenant. J'ai simplement voulu suggérer qu'un certain nombre des difficultés que rencontrent l'histoire et la science politique, par exemple dans le débat récurrent sur la nature de l'opposition entre droite et gauche, les difficultés que rencontrent l'histoire et la science politique quand elles s'en tiennent au niveau de l'analyse des idées, des doctrines, des programmes proclamés et même successivement proclamés, pourraient peut-être se résoudre plus aisément si l'on faisait sa part à l'étage inférieur. Non que j'aime les étages inférieurs, et à ce point, j'éprouve le besoin de préciser que je ne tirerai pas de ces considérations une éthique de justification de l'irrationnel. On peut reconnaître les forces profondes sans les trouver bonnes. On peut même les trouver très puissantes sans se résoudre à les laisser triompher. On peut rester rationaliste en sachant que la raison est à contre-courant. Il est temps, en tout cas, pour finir, de répondre à une interrogation qui prolonge celle des schémas intellectuels directeurs, je veux dire à l'interrogation sur les moyens d'étude à mettre à l'œuvre. Là encore, je ne prétendais pas tout découvrir. L'histoire des mentalités, je l'ai assez dit, je n'en suis pas l'inventeur. J'essaierai seulement à mon tour de l'illustrer et au besoin de la défendre, car il faut reconnaître que, tout en bénéficiant d'un incontestable effet de mode, elle reste suspecte auprès de bien des gens sérieux. Pourquoi le soupçon ? D'abord parce que l'histoire des mentalités est depuis quelques années la rubrique d'accueil des innovations, comme était, mes camarades de jeunesse s'en souviennent, l'histoire sociale quand nous étions étudiants. De là, dans cette histoire et sous cette étiquette, sous cette rubrique, un côté fourre-tout qui a déjà été dénoncé. Et il est certain qu'elle a souvent servi ces dernières années d'habillage noble ou d'étiquette flatteuse à toutes sortes de spéculations évidemment inégales. Mais il est vrai que l'histoire des mentalités se prête aisément à ces soupçons de confusionnisme en raison de l'incertitude de ses sources propres ou bien de leur déconcertante diversité. L'historien des idées politiques, en effet, a des textes. L'historien des mentalités politiques ne saurait en avoir, ou du moins s'en contenter, s'il est vrai que ce qu'il cherche est en deçà du discours et risque toujours d'être masqué par la rationalité qui est incluse à tout discours. Il faut donc aller chercher les traces des mentalités, soit dans une lecture, mais soupçonneuse et sophistiquée du texte écrit, soit dans une analyse également très interprétative des comportements réels des hommes, ou même des traces matérielles de ces comportements. Pour prendre de ce dernier cas un exemple très particulier, assez élémentaire et même trivial, je dirais, faire ou ne pas faire graver les mots « République française » sur la façade d'une mairie de village.
Ce n'est pas une opération coûteuse au point que cela constitue un test de la condition économique du pays. Et c'est à peine un test d'opinion, car aucun mouvement politique organisé n'a recommandé ni déconseillé cette pratique. C'est donc plutôt une trace de la manière spontanée dont le régime national est perçu dans le secteur local considéré. En accepter ou en refuser la marque, c'est dire comment on perçoit et on reçoit l'institutionnel politique. C'est la politique vue du côté de sa réception. C'est un de mes problèmes, en somme. Il m'est arrivé, en effet, comme vous le savez, de m'occuper de ce genre de choses, et je continuerai, au risque de décevoir ceux qui trouvent que l'écart est bien grand entre les considérations presque philosophiques que j'exprimais tout à l'heure et les travaux plus terre-à-terre ou plus pierre-à-pierre auxquels je me livre depuis quelques années et dont je parlerai ici à nouveau à partir de lundi prochain. Tant de grandes idées d'ambition nationale pour aboutir à compter des statues de grand homme ou des bonnets phrygiens. Mais on peut aussi garder, comme je le garde, l'intention et l'espoir de remonter après la descente et de rebondir des chantiers rustiques vers les interprétations générales. Des interprétations générales, des synthèses, j'en écrirai, la chose est prévue et même programmée. Seulement, j'arrive ici avec des travaux en cours et il n'est pas question que j'abandonne ce que j'étais en train de faire pour repartir à zéro vers des spéculations présumées plus nobles. En outre, on peut justifier pour lui-même le travail au ras du terrain. La France est un problème, je l'ai assez dit, et tout le monde en parle ou en écrit. Mais beaucoup en parlent, posent ce problème comme allant de soi, le caractère, le tempérament et presque la personnification, et l'on en expédie le traitement, voire la psychanalyse, en formule définitive, après quelques considérations générales fondées sur quelques souvenirs, quelques lectures et beaucoup de passion. Or, l'on peut penser qu'il faudrait bien aussi de temps en temps des informations neuves pour lester les discours. J'ai parlé, et je n'ai certes pas inventé la formule, de psychanalyse de la France. Rien n'interdit, en effet, dès maintenant, de commenter en termes de psychologie, voire de sexualité, ce fait bien connu que l'État français républicain se représente en femme. À ce niveau de généralité, le fait est avéré et par conséquent disponible. Je crois cependant qu'on en parlerait mieux et qu'on le commenterait à la fois plus légitimement et plus finement si l'on pouvait disposer de l'histoire complète de cette invention culturelle de la France République femme et du recensement complet des pratiques sociales et des expressions affectives qui s'y sont rattachées. Si je travaille à accumuler ces informations, c'est tout simplement en vertu de la vieille croyance qu'un navire d'historiens, au cale bourré et comme lesté de marchandises, tient mieux la mer que le catamaran de l'essayiste. Et c'est dans cet esprit et dans cette confiance que je quitte à présent les feux de la rampe pour donner rendez-vous à ceux qui le souhaitent dans la tranquille obscurité de nos études dès le prochain lundi. Je vous remercie.